Bonsoir, merci d'être avec nous. Donc on va vous présenter Ngenmin avec donc Alexis et moi qui sommes développeurs web agiles chez Marmelab. Voilà, alors Ngenmin a été introduit, je vais vous l'introduire par la suite. Alors Marmelab, je ne sais pas si tu as fait un petit peu la présentation, donc c'est un atelier d'innovation digitale. Voilà, on travaille au forfait sur des projets agiles. Voilà, et on est amené du coup de ce fait à développer quelques projets open source de notre côté sur les projets qu'on a. On essaie d'utiliser des technologies un petit peu innovantes, un petit peu jeunes dans certains cas. Donc il y a toujours des choses à faire dans la communauté. Est-ce que... Oui, et donc là, je nous représente, mais on a déjà été présenté. Alors au programme ce soir, alors on va faire un talk, c'est la première fois qu'on fait un talk aussi long sur la librairie Ngenmin. D'habitude c'est assez court, il y en a eu d'autres au Paris.js ou d'autres endroits comme ça, mais c'est beaucoup plus court. Essayez de faire long, pas trop long non plus, donc on va faire une petite demi-heure. On va vous présenter pourquoi Ngenmin déjà à l'origine. Effectivement c'est un projet issu de chez Marmelab, des développeurs internes chez Marmelab. L'origine du projet, je vais vous faire une petite démo sur l'administration en live. Très simple pour vous mettre déjà le pied à l'étrier pour que vous voyez un petit peu comment ça marche et comment ça s'installe en partant de zéro. Puis une présentation du code, je vais rentrer dans le détail mais sans doute pas trop dans le détail. À ce moment là si vous avez quelques questions à la fin vous pourrez poser quelques questions et la démo complète. Donc là c'est la démo qui est en ligne sur le site d'Ngenmin. Pareil je vais faire une présentation pas trop détaillée, si vous avez des questions à la fin, si vous voulez voir des choses ou qui sont pas sur la démo, si vous voulez voir du code, un petit peu de la démo, je pourrais rentrer un peu plus en détail, je pense qu'on aura le temps. Et ensuite, Alexis va vous présenter un retour d'expérience pour adapter l'interface à la demande du client. Chez tous nos clients, on a Ngenmin. Là, sur un client en particulier, il va vous faire une présentation pour voir ce qu'on a fait d'Ngenmin pour que ça corresponde aux clients. Et ensuite, il va vous parler de la vie d'un projet open source. Voilà, c'est un truc qu'on fait, on en a quelques-uns chez Marmelab. Il y a une vie autour des projets open source. C'est un vrai projet dispo pour tout le monde. C'est pas toujours facile. Et le futur d'un projet, donc voilà, dans le programme, vous savez que c'est du AngularJS. Le futur d'un projet qui s'est basé initialement sur AngularJS. Alors pourquoi Ngenmin désolé, je suis pas très à l'aise. Pourquoi Ngenmin? Alors je vais commencer par ne pas parler d'Ngenmin, par vous parler de ce qu'on faisait avant Ngenmin. Donc ce qu'on utilisait nous en tant que développeurs, tous les deux PHP, mais je pense d'autres développeurs, ce qui est peut-être encore utilisé aujourd'hui, qui sont les interfaces d'admin qui sont générées par les frameworks full stack. J'ai donné quelques exemples en Python, en Ruby, en Java et en PHP. Nous, on a utilisé un peu Symfony, Sonata Admin. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait nous, il y a 2 ans de ça, comme interface d'admin. C'est ce que nous proposaient ces outils-là qui généraient une administration. Donc on a un petit exemple de Sonata Project par exemple, qui est une admin, de Django Administration, qui est encore dans un autre langage. Voilà, donc ça nous permettait d'avoir assez rapidement, ou ça vous permet encore aujourd'hui d'avoir assez rapidement une interface d'admin qui est liée à votre base de données, de pouvoir démarrer très vite. Les inconvénients qu'on a vus à nous, en dehors du débat Full Stack Framework et pas Full Stack Framework dans lequel je ne vais pas rentrer, mais pour moi le full stack est un inconvénient, ça veut dire que c'est lié quand même à beaucoup d'autres choses. Il nous génère certes une administration assez rapide, mais c'est lié au langage, c'est lié au framework en lui-même, c'est lié à la base de données qui est utilisée, qui est configurée dans le framework. La deuxième chose, c'est que ces frameworks-là sont des technologies back. L'interface d'admin, c'est du front, et c'est de l'expérience utilisateur, et c'est affiché sur un browser, là où les frameworks full stack à l'origine ne sont pas forcément faits pour ça. Alors il y a des moteurs de templating, il y a des choses qui sont faites pour générer du HTML, pour générer du JavaScript, mais c'est pas forcément très optimisé. Et du coup c'est complètement couplé à votre implémentation du framework, c'est complètement couplé à la base de données, là où les bases de données, hein, rien n'empêche de configurer dans le framework full stack plusieurs bases de données, mais on est lié directement au moteur de base de données, en tout cas qui est derrière. Voilà, donc ça c'est un inconvénient pour l'admin, c'est des inconvénients aussi dans certains cas pour le front-end ou pour d'autres choses liées au full stack framework. Il y a des avantages,
ça va très vite, ça va même très vite. C'est des interfaces d'admin qui existent depuis longtemps, il y a pas mal de communautés derrière, il n'y a pas que des inconvénients, mais là en l'occurrence j'ai souligné uniquement les inconvénients, mais il n'y a pas que ça. La deuxième raison d'Engadmin, c'est l'émergence des API. On a vu il y a quelques années maintenant, mais pas si longtemps que ça, l'émergence des smartphones. Et donc on a commencé à faire des applications mobiles. Il n'y avait pas de full stack framework sur les applications mobiles. Il n'y a pas de HTML à générer ou de JavaScript à générer. Donc les applications mobiles, elles sont complètement standalone sur des langages complètement dédiés à l'iPhone ou à l'Android ou à d'autres plateformes. Donc pour discuter avec les bases de données, c'est un petit peu dur dans le métro de discuter en direct avec sa base de données ou avec un serveur qui discute avec sa base de données. Donc on a commencé à implémenter des API pour avoir des interfaces, pour avoir des contrats d'interface entre les applications mobiles et les bases de données en passant par une API. Aujourd'hui, on commence à généraliser aussi cette tendance, à se dire qu'autant il y a quelques années, on cassait un peu toutes les architectures pour se dire on a l'API d'un côté, puis on a le framework full stack de l'autre qui sait nous donner les données, des fois pareil, des fois pas pareil. Moi j'ai vu des archis un peu bancales sur, il y en a un qui nous génère le HTML avec les données, puis il y a l'autre qui nous génère du JSON avec les données, donc il faut maintenir deux environnements. Aujourd'hui c'est quand même plus pratique de se dire que ce soit une application mobile ou un site web, autant que les deux consomment l'API et la même, ou avec quelques différences près. Donc on commence à généraliser un petit peu les API, et donc il y a le format REST qui est arrivé avec ça, et donc il y a plein de librairies, que ce soit pour le mobile ou que ce soit pour les sites web qui savent récupérer assez facilement, assez simplement des API au format REST. C'est assez facile et ça fait un peu comme du requêtage en back, mais c'est côté front et après on en fait ce qu'on veut. Donc voilà, donc ces deux constats nous ont amené, nous, chez Marmelab, à revoir notre architecture. Donc pour tous les nouveaux projets, elle est très simple, le schéma est très simple. Nous, pour tous les sites qu'on fait chez Marmelab, on a arrêté ce full stack framework, on a arrêté ce couplage-là sur les bases de données, et on a décidé de se dire, là où les bases de données, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont nous donner une API REST à consommer pour les sites, et une API REST à consommer pour l'admin. Et derrière, lié au site, ça peut être un site, donc API site n'est pas forcément le bon nom, mais cette API site, c'est une API front-end qui va servir pour les applications front-end, donc qui va servir pour le site desktop, pour le site mobile, pour l'application mobile, pour des partenaires externes, pour plein de gens. Et pour avoir une admin, de notre côté, on a une API d'admin, où là les requêtes ne sont pas exactement les mêmes requêtes, c'est des requêtes de CRUD essentiellement. De création, de récupération de délais qui sont assez standardisés. Et donc, il nous faut une administration web qui sache consommer cette API de la même façon qu'on pouvait le faire avant avec les full stack framework. Donc, nous, les avantages de cette architecture-là, en plus du fait qu'on n'a pas à faire du code dédié à une application mobile, c'est qu'on peut utiliser à peu près les technos qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la techno qu'on veut pour faire l'API site, l'API front-end, on peut utiliser la techno qu'on veut pour faire l'API admin. C'est mieux de faire la même, comme ça fait un peu partager du code, mais on peut faire ce qu'on veut côté back, et côté front on peut faire ce qu'on veut. Donc on peut faire de l'iOS, on peut faire du Android, on peut faire du JavaScript, on peut utiliser dans l'univers du JavaScript un peu tout ce qu'on veut pour consommer cette API côté front-end. Donc on peut marier les technologies, marier les frameworks JavaScript qui existent. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut faire du multi-serveur. On peut se dire que l'API est hébergée d'un côté, l'API du site, l'API de l'admin. C'est pas les mêmes problématiques, c'est pas les mêmes contraintes. Et côté front-end, le multi-serveur il est assez facile, c'est du Code.js standalone complètement. Donc c'est soit une appli packagée, soit du JavaScript packagé côté client. Donc à héberger, c'est vachement plus facile. Nous on utilise du Amazon S3, mais n'importe quel serveur statique, il n'y a rien à faire. Nous on package un JS qui a tout le code pour discuter avec les API, et c'est plus facile à tester. Là où dans les frameworks full stack, on a tendance à tester un peu tout et savoir quelle est la limite entre le test unitaire, le test fonctionnel, tout ce qu'on veut. Là, nous, on peut tester notre API à partir du moment où on teste les contrats entre les personnes. À partir du moment où on teste notre API, on sait que le front-end derrière, il a peu de chances de bouger. Donc on peut tester séparément notre API, notre appel à la base, complètement isolé, avoir des frameworks de test complètement liés à de l'API. Et avoir des frameworks de test qui sont différents pour le front-end. Pour l'iOS, je ne les connais pas, mais on peut avoir des frameworks de test fonctionnels
du protractor, des choses comme ça, qui sont pas liées à l'API. Ça veut dire qu'on peut quasiment moquer l'API et se dire que le front-end il marche, même si l'API derrière ne marche pas. Les choses sont complètement indépendantes. Donc pour nous, c'est beaucoup plus facile à tester. C'est le principe de séparation des concepts. Donc NGadmin, en quelques mots, vous les avez déjà eus, mais je vais aller un peu plus loin. Donc c'est l'interface d'admin pour vos API RESTful. Donc comme je vous l'ai dit, c'est techno purement front-end. Donc l'avantage d'utiliser une techno front-end par rapport à du généré en full stack framework, c'est qu'on a vraiment des composants riches. On utilise vraiment des modules. On peut commencer par du jQuery, mais là en l'occurrence c'est pas le cas, mais on pourrait utiliser du jQuery pour faire des vrais composants, des vrais formulaires riches. On peut utiliser la complexité qu'on veut en JavaScript, c'est la techno et on est dedans, et on va pas faire générer ça par une techno backend. Donc voilà, c'est de la technologie front-end et il n'y a pas de dépendance applicative. Ça veut dire que l'appli, à partir du moment où on lui donne le contrat d'interface des API, le reste, comment est faite notre API, où est-ce qu'elle est, pourquoi elle est faite comme ça, c'est pas son problème. Voilà pour NGadmin. Les origines du projet, c'est ce qu'on vous a déjà dit un petit peu. Il y a eu un premier POC en JavaScript simple, très simple, juste en se disant il nous manque une brique. Comment on fait maintenant qu'on a migré sur cette architecture-là pour faire une admin à un client. Donc il y a eu un tout petit démarrage avec des Marmelab. En 2 mots, les avec des Marmelab, c'est une journée par mois où on doit faire quelque chose, à peu près ce qu'on veut, sur la techno qu'on veut, sur le sujet qu'on veut. Le but, c'est qu'à la fin de la journée, ce soit fini et qu'il y ait un post de blog. Et qu'on dise, voilà, on a réussi, on n'a pas réussi, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a appris. Donc ça fait émerger des idées, comme ça, qui viennent soit d'idées perso, soit d'idées professionnelles. En l'occurrence, c'était se dire, il nous manque une brique pour nos clients, qu'est-ce qui se passe ? Bon voilà, il n'y avait pas grand chose à la fin, forcément un outil comme ça en une journée, c'est un peu compliqué, mais l'idée était là. Donc il n'y a pas eu de post de blog ce jour-là, mais c'est des choses qui arrivent aussi. Et sur un deuxième ACD, il y a eu une migration sur AngularJS, où là on a commencé à faire les prémices d'NGadmin tel qu'il est aujourd'hui. Là ils s'y sont mis à 2, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un gros truc. Et voilà, donc on a eu le premier commit le 25 mai 2014, ça a commencé un petit peu après les ACD, des fois nous donnent des idées et pour travailler la nuit quand on n'arrive pas à dormir. Ça a continué à évoluer à ce moment-là, et on a fait une première annonce, on a fait un post de blog d'introduction le 15 septembre 2014, où là on avait vraiment un dépôt qui était à peu près regardable, avec une petite vidéo de présentation, avec tous les scripts d'installation, de contribution, avec quelque chose qui marche, qui était un produit à la Marmelab. Donc on y va par itération et on voit si ça marche, si ça convient à notre besoin, si ça peut convenir à des besoins d'autres personnes. Donc là c'était un peu l'open source du projet, dire on est là, voilà tout ce qu'il faut. Et on a commencé dans le même temps, ça c'est aussi une règle chez Marmelab, à l'utiliser chez nos clients. Nous, un outil qu'on crée chez nous, c'est un outil qui doit être utile. Pour savoir s'il est utile, bah, autant s'en servir nous et se dire ok, est-ce que ça marche vraiment? Donc on a commencé à l'implémenter pour nos clients. Et avoir, désolé, j'ai mal fait mes réglages. Et du coup, avoir comment le faire évoluer, quelles sont ses limites, et ainsi de suite. Donc voilà, vous avez une petite capture d'écran du 25 mai. Si vous regardez, je crois que c'est la 52e page du 53e page du dépôt GitHub. On est remonté à très très loin et il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Voilà, alors je vais vous faire une petite démo d'administration en live. Alors j'espère que les démos, c'est une démo, donc voilà, si ça fonctionne pas, c'est une démo. Voilà, j'ai fait déjà tous les commits. Je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai codé pour en arriver là. J'ai commencé par récupérer le JSON server. Là, ce que je vais vous montrer, c'est on part de zéro. On n'a ni API ni interface d'admin. Donc ce que je commence à faire, pour la démo en tout cas, c'est faire un JSON server pour qu'il va me sortir une API en JSON, très simplement. J'ai fait une petite base avec des posts, très simple, des commentaires liés aux posts, très très simple. Et c'est tout. J'ai lancé mon install, bien entendu, par le package npm. Et règle d'or chez nous, c'est qu'on lance des make quelque chose. On n'écrit jamais les commandes. Parce que sinon notre collègue à côté il sait pas quelle commande faut lancer, donc on les référence et on les utilise par un makefile. Donc je vais juste vous montrer make API. Il y en a une de lancée quelque part. C'est laquelle? Je ne sais pas. Ouais, si, c'est celle-là. Voilà, donc là on a notre API. Pour l'instant ça parle pas vraiment d'NGadmin.
Voilà, donc là on a notre API avec notre base de données. Donc ce qu'on va consommer nous, c'est les posts par cette URL là, ou les commentaires par cette URL là. Je dois remercier JSON Server qui fait un outil vraiment formidable là-dessus. J'ai gagné beaucoup de temps pour faire ma démo. Et on a notre DB que je vous ai montré là. Donc là on peut utiliser, c'est du REST, donc on peut utiliser le get, le post, le put, le patch et le delete sur ces routes là. Donc là j'ai mon API en assez peu de temps, si vous ne m'avez pas vu faire en live. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre ngAdmin. Donc on a rajouté dans le makefile, ça c'est l'étape finale. Ce qu'on a rajouté dans le package, c'est qu'on va récupérer ngAdmin. Ça va nous servir pour instancier ngAdmin. On a fait un petit index Angular très simple qui nous dit je fais my app et j'appelle ngAdmin dans mon application. Et on a fait, on doit le voir ici, voilà, et on appelle le admin.js qui est notre configuration d'ngAdmin, qui est notre fichier de configuration et d'initialisation de notre administration ngAdmin. Donc, dans cet admin.js, pour l'instant, il y a très peu de choses. On déclare notre module Angular en lui disant appuie-toi sur le module ngAdmin, et on configure notre ngAdmin qui est, dans un premier temps, j'ai une application qui a pour titre MyFirstAdmin, et c'est tout. Et je la passe au configurateur d'ngAdmin pour lui dire voilà ma configuration d'admin, qui va être beaucoup plus complète par la suite. Et donc là, donc là, ce que je vais avoir, c'est mon admin qui s'appelle MyFirstAdmin, comme je l'ai dit, et qui n'a rien, puisque j'ai rien configuré encore, et qui me dit c'est très bien, tu t'es configuré, maintenant à toi de faire la configuration de ton admin. Donc l'étape d'après, on va commencer à configurer vraiment notre admin, à rentrer dans le vif du sujet. Donc là, ce que je vais lui faire, le principe d'ngAdmin, je vais passer rapidement là, et puis juste pour vous donner une idée, et puis ensuite on ira un peu plus en détail par la suite. On lui déclare une entité, qui est l'entité post. On lui déclare d'abord une base API URL. Donc on lui dit que toutes les routes qu'on va appeler sur notre API vont être localhost 2.3000, celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Et on va commencer à lui déclarer les entités qui vont faire, donc là quand on lui déclare post, ça veut dire que quand il va faire des appels, il va faire des appels par localhost 2.3000 /post pour aller récupérer en get, en post, en put, avec des paramètres ou sans paramètres. Et on va lui dire que les posts, on a une vue de liste, et on a deux champs à l'intérieur qui sont title et author, qui correspondent aux champs qu'on va trouver dans notre JSON derrière. Et la même chose pour les commentaires, en lui disant qu'on a une liste, qu'on a une petite particularité, il y en aura beaucoup à venir, qui sont, on a une clé post-id qui, elle, est pas d'un type par défaut, qui est automatiquement détectée, mais qui est une référence, et qui va pointer vers les posts, et qui, quand on va afficher la référence vers les posts, on va afficher le titre du post. Donc ça veut dire qu'on va avoir une colonne post avec, au lieu d'avoir l'identifiant du post, on va avoir vraiment le titre du post auquel il est lié. Là, on a un petit peu avancé. Voilà, donc là on a un petit peu avancé. On a ce qui est fait automatiquement, à partir du moment où on commence à configurer des entités, on a automatiquement un dashboard qui est fait, où on a pour chaque entité une vue simplifiée, une vue de liste assez simplifiée. Et on a deux éléments dans le menu qui sont les posts et les commandes, pareil, qui nous génèrent automatiquement pour aller plus vite au tout début. Et donc je retrouve ma liste de posts comme je l'avais configurée, avec un titre et un auteur. Donc il va me récupérer qui va bien me récupérer du JSON, et on a la liste des commentaires avec le post et le titre du post auquel il est lié, et puis le texte. Bon, voilà, c'est très simple, on a une pagination, on a un export aussi qui vient par défaut, qui nous permet de faire un petit export CSV de ce qu'on voit à l'écran. Donc si jamais on a deux colonnes, il va nous exporter deux colonnes, c'est configurable, mais on rentrera peut-être pas dans le détail pendant ce talk. Donc voilà, donc là j'ai ma liste, j'ai déjà été assez vite et je suis assez content. Et donc ensuite, c'est bien d'avoir la liste, mais c'est bien d'avoir une vue de détail aussi, un peu plus complète.
Donc là, ce que je vais lui dire sur ma vue de détail, c'est que je veux à peu près la même chose que ce que j'ai dans ma liste. Et ce qui serait bien, c'est que dans la vue de détail de mon post, j'ai aussi la liste des derniers commentaires. Ce serait pas mal. Vu que mes commentaires sont référencés sur l'identifiant du post, je peux lui configurer ici en lui disant que j'ai une liste référencée sur commente où il faudra que je filtre par la clé post ID et où je veux afficher mon texte sur le texte du commentaire, une liste avec le texte du commentaire pour chaque post, et puis je vais la trier par ordre antichronologique pour avoir uniquement les derniers posts, parce que c'est quand même le détail d'un post, donc je veux pas tous les commentaires, je veux pas non plus tous les commentaires sur la page, sinon je vais pas m'en sortir. Et donc je fais la même chose avec le commentaire, où là je vais simplement lui afficher le texte du commentaire, et puis la référence vers le post. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça fait en vrai. Voilà, donc là on a toujours la liste des posts. On a une petite action qui s'est mise à droite qui est show, que j'ai dû rajouter quelque part dans mon code, mais je ne vais pas montrer. Voilà, donc là on a bien notre titre, notre auteur, et puis la liste des commentaires. Il n'y en a qu'un seul, c'est assez facile. Et on a bien pour les commentaires la vue de détail aussi avec le texte, et puis le post avec, automatiquement pareil, c'est configurable, mais par défaut ça le fait, avec le lien vers le post qui nous emmène vers le détail du post ici. Donc maintenant, c'est une interface d'admin, c'est bien d'avoir une liste et d'avoir un détail, mais c'est encore mieux de pouvoir créer et éditer des éléments. C'est un peu pour ça qu'on le fait. Donc la prochaine étape, ça va être l'étape de création et d'édition. Donc on va rajouter sur le même principe, on va rajouter une vue. Sur NGAdmin, donc on va lui dire pour mon post, j'ai une vue de création pour laquelle je vais pouvoir rentrer le titre et l'auteur. Et j'ai une vue d'édition, et là on va passer par un petit raccourci de NGAdmin, où on peut lui dire que mes champs d'édition, c'est mes champs de création. Donc on va me récupérer ce que j'ai configuré dans mes champs de création, et puis tu me configures la même chose pour l'édition. Et le même principe, non, j'ai pas d'édition dans le compte. C'est pas très grave. Donc là je vais me retrouver avec... Dans mes posts, je vais me retrouver, ou dans la vue de détail, je vais me retrouver avec un bouton Create, qui là du coup va me générer un formulaire très simple, encore une fois. Et on va mettre Alexis comme auteur, c'est mieux. Voilà. Donc là je me retrouve automatiquement sur la vue d'édition, qui est la même que la vue de création, et qui propose la suppression, qui est implémentée aussi par défaut quand on le configure. Et donc maintenant, si jamais je clique sur le titre de mon post, je crois que je ne pouvais pas cliquer tout à l'heure, là j'arrive sur l'édition de mon post. Après tout est configurable pour savoir si c'est cliquable ici. Par défaut, ça le fait cliquable ici, comme on peut le retrouver sur plein d'autres admins qu'on connaît. Et pour les commentes, j'ai pas configuré, donc je ne peux pas éditer les commentes, c'est pas très grave. Voilà, donc là j'ai un nouveau post qui a été fait assez facilement, que je peux éditer et supprimer. Je dois pouvoir le supprimer aussi. Magnifique. Bon, je devrais pouvoir le supprimer, mais je sais pas où il me ramène. Ok, je vais en créer un juste pour les besoins de... Je vais en recréer un pour les besoins de la démo. Donc voilà pour la création et l'édition, et ensuite on va faire quelques petits tweaks très rapides. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté? Voilà, ce que j'ai rajouté c'est dans ma liste de pouvoir filtrer. J'ai une liste de champs affichés qui vont être l'équivalent de mes colonnes. Et je peux rajouter des filtres. Là, j'ai pas beaucoup de données, alors ça sert pas à grand chose, mais dans les cas normaux où on a pas mal de données, on peut rajouter des filtres où on lui configure pareil une liste de fils, une liste de champs avec un label et un petit bouton pin. On reviendra dessus un peu plus tard pour dire qu'on veut toujours l'afficher. Et donc là, j'ai ma liste qui est enrichie. J'ai ma liste qui est enrichie par une petite recherche full text qui va me faire un appel à mon API. Il y a quelques tweaks que je pourrais vous montrer juste après, parce que ça a l'air très simple comme ça, mais il y a quelques petites choses à faire pour se marier à une API, parce que le format REST n'est pas du tout standardisé
Donc chaque format reste à ses petites particularités. Voilà. Donc là je peux aller chercher juste les new posts, ça réagit tout de suite. J'ai tapé new error il n'y a pas longtemps, je sais pas pourquoi. Voilà, et donc je peux retrouver dans mes commentaires ici soit mon full text, soit en fait le pinned true, ça veut dire qu'on a toujours le filtre qui est présent, et quand on l'a pas, on a un petit bouton add filter au-dessus et on peut dire tiens, on va filtrer sur les posts. Donc c'est ce que j'ai mis tout à l'heure, et là il va nous faire une liste de posts. Donc si on filtre sur new post par exemple, bah, on n'en a pas parce que j'avais juste mis un commentaire sur le post, et je vais vous montrer très rapidement le code là-dessus. Voilà, donc là on peut lui dire on a un champ qui est de type référence dans les filtres, où on veut une liste de posts et où on veut voir dans notre liste le title et qui aura pour label le post. Donc là c'est ce que vous venez de voir, et il nous génère le select automatiquement comme il faut. Il y a beaucoup plus de configuration que ça, mais pareil, je reste simple pour la démo. Voilà, et ce que je voulais vous montrer, c'était je crois que c'est là où il arrive. On a ce qu'on appelle un request interceptor qui nous permet de faire le lien entre ce que fait Ngenmin quand il fait les appels à l'API et ce qu'il devrait faire normalement. Lui, il envoie un certain nombre de paramètres dans l'URL notamment, en plus de la route qu'il appelle. Et donc Ngenmin, il les stocke dans un objet à clé qui n'est pas forcément dans le format qui s'attend. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on se dit, l'API elle s'attend à avoir un start et un end, alors que nous ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie normalement une page et un nombre d'enregistrements. Bon, on a choisi ça dans Ngenmin, on aurait pu choisir d'autres choses. Là, le JSON Server, ils ont choisi de dire, nous on veut le début et la fin. Donc voilà, on va le récupérer, on connaît le numéro de la page, on sait combien il y en a par page, donc on sait très facilement ressortir le start et le end de la même façon en fonction du page et du per page, on sait dire jusqu'où on va. Et on peut rajouter des petites choses pour le trier, et notamment pour les filtres, où les filtres, chaque serveur d'API souvent a ses spécificités. C'est pour ça que ça marche from scratch. Le filtre n'est pas fait côté front, il y a vraiment un appel API qui est fait pour dire il y a ce texte là qui a été rentré dans le champ ici, donc je vais aller faire du full text, je vais aller faire passer un identifiant. Voilà. La recherche full text, on peut pas la faire, enfin on pourrait la faire en front-end, mais c'est mieux de laisser la liberté à l'API de se dire ok, on lui demande une recherche full text, voilà le terme qu'il y a, est-ce que tu veux rechercher ce qui est avant, ce qui est après, ce qui est au milieu. Enfin, l'API côté back fait ce qu'elle a à faire. Hop, voilà pour je vais revenir à la liste. Et donc le petit dernier, voilà, le petit dernier c'est la configuration du menu, c'est le dernier petit truc parce qu'après on ira plus loin par la suite. Où là j'ai un truc qui est pas très joli, et puis là j'ai un truc qui est plus joli. Je sais pas si vous avez vu la différence, mais voilà, j'ai juste rajouté des petits icônes au menu. Le menu qui était généré automatiquement avant, là c'est moi qui lui ai dit je le veux dans cet ordre là et je le veux avec cette icône là. Donc là on le voit ici, voilà, là on peut commencer à gérer notre menu et à lui dire que sur l'entité post, donc après il sait faire le lien tout seul, sur l'entité post on va avoir une icône, on va avoir un label, on peut personnaliser à gauche. Alors je crois qu'il n'y a plus rien derrière. Voilà, donc ça c'était la mise en bouche, un petit peu comment on fait une API très rapidement avec Ngenmin, les premiers contacts avec Ngenmin. Voilà pour la démo initiale. Donc là je vais rentrer un peu dans le code d'Ngenmin pour vous montrer un peu comment c'est fait sous le capot et comment on a conçu ça. Ça a pas mal évolué. Alors Ngenmin c'est trois dépôts GitHub. À l'origine c'était un seul, le Ngenmin, celui où je vous ai montré le screenshot tout à l'heure. Et on a séparé ça en 3 dépôts. Les 2 principaux c'est ce qu'on a appelé admin config et Ngenmin. Et le 3e c'est le Ngenmin démo. Pour faire une démo un peu plus complète que je vous montrerai par la suite, on a décidé de mettre ça dans un dépôt complètement séparé. Voilà. Et on a une démo dans Ngenmin, on a une petite démo qui nous sert pour les tests. Quand on veut développer dessus, c'est bien d'avoir un petit projet, pas forcément proche de la réalité, mais qui nous permet de voir les modifs qu'on fait en live. Donc l'admin config, en fait, il nous sert, ça nous sert uniquement pour la configuration. Donc c'est tout ce que vous avez vu sur la déclaration des entités, la déclaration des vues, la déclaration des champs. Lui, il a toute la syntaxe, il a tout le moteur, on va dire, de configuration d'Ngenmin qui est indépendant de
du front-end, j'ai envie de dire. C'est notre fichier de configuration, on lui dit voilà ce qu'on veut, comment ça va être affiché derrière, c'est plus son problème. Lui, il nous passe toutes les options de est-ce que le filtre il est attaché, est-ce que le filtre il va se retrouver en haut, est-ce qu'on veut un label, est-ce qu'on veut une icône, est-ce qu'on veut quelque chose comme ça. Après, la façon dont ça va être interprété, c'est plus son problème. Du coup, c'est du JavaScript simple. En ES6, on y va au fur et à mesure, mais quand on a commencé le projet, il n'y avait pas de ES6, donc on y va au fur et à mesure, mais on peut s'amuser un peu avec. Donc là-dessus, à ce niveau-là, c'est que des tests unitaires. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de front-end, il n'y a pas de partie visible. Donc on peut faire des tests unitaires très simples qui nous montrent les cas d'utilisation, qu'on lui dit qu'on veut une option, effectivement il a bien sauvegardé quelque part qu'on veut l'option. On a le NGAdmin qui est du coup le module AngularJS, qui est celui qu'on déclare quand on fait notre application Angular, qui lui du coup contient des tests unitaires un petit peu sur les directives ou sur les choses comme ça, mais qui surtout contient les tests fonctionnels, où là on fait vraiment du test, on utilise Protractor, mais on fait vraiment du test utilisateur final, où on va ouvrir une URL et aller charger des choses, aller cliquer un peu partout pour l'avoir. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, en n'étant pas trop long. Donc le NGAdmin, j'espère que vous allez voir quelque chose. L'admin config, il est très très simple. Du coup, moi je vous ai montré les vues. Bah, l'application, tout est des classes. Celle-là est en ES6, c'est génial. Donc tout est des classes où on lui donne la configuration, la configuration des menus comme je l'ai mis tout à l'heure, la configuration du dashboard, le layout si jamais on veut personnaliser le layout, le header, et c'est que des méthodes utilitaires. Donne-moi la vue de ce type-là, donne-moi la route pour aller vers cet endroit-là. Voilà, et puis toute la configuration en title. On a le dashboard qui nous permet de faire des choses un peu spécifiques qu'on n'a pas vu là, je pense que je pourrais vous le montrer sur la démo complète, un petit peu en application, mais là le dashboard est fait automatiquement. Il sait qu'on a des entités, donc il affiche la liste par défaut. C'est intéressant et un peu compliqué par expérience de faire un dashboard vraiment axé métier, d'avoir des graphes, que quand on arrive sur son admin, on voit des chiffres, des choses qui nous parlent et pas une liste des derniers utilisateurs, une liste des derniers. Voilà, c'est mieux d'avoir une liste des derniers inscrits plutôt qu'une liste des derniers utilisateurs rentrés, je ne sais trop comment. Donc on peut faire un dashboard simplifié. Il n'y a pas grand chose au niveau config, tout est côté front-end. Et ensuite on a donc les vues, comme je vous l'ai montré, donc toutes les list view, les show view et la vue de base, voilà, qui elles prennent une entité, prennent des actions pour avoir, si jamais on veut afficher le show ou les choses comme ça, qui prennent le titre, la description. Tout ça est de la config, la liste des fields. Tout ça est à la fois, c'est du code très simple où tout le monde peut rentrer dedans. Après l'implémenter côté front-end c'est des fois une autre histoire, mais tout le monde peut rentrer dans ce code là. Et on a les entities, on a les fields. Voilà, qu'est-ce qu'un choice field pour nous? Je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu plus simple. Voilà, sur un field de base, c'est-à-dire tout le monde est dans ce field là, on a quel est le type, quels sont les attributs, si jamais on veut surcharger les attributs, quelles sont les classes, si on veut surcharger les classes, comment on fait la validation dessus, quelle est la valeur par défaut, est-ce qu'il est éditable, est-ce qu'on peut aller vers, quand on clique sur le titre du post, est-ce qu'on va vers l'édition, est-ce qu'on va vers les choses comme ça, est-ce qu'on va vers la visualisation, le show, pardon. J'ai du mal à trouver en français les termes. Voilà, qui sont assez standards, et puis après on a des voilà, qui sont un peu plus complexes. Quand on commence à faire de la doc chez Marmelab, c'est que c'est un peu plus complexe, sinon le reste du temps on essaie de faire lire le code. Voilà, qui sont notamment les embedded list field, où là il faut savoir quelle est l'entité cible, quels sont les champs qu'on veut voir affichés de l'entité cible, des choses comme ça. Donc là c'est des choses un peu plus complexes pour rentrer à l'intérieur, mais ça reste au niveau config, c'est pas du tout au niveau affichage, on a juste les informations. Et on a une partie du coup qui se voit pas trop quand on fait la démo, qui sont la gestion des queries. C'est ici qu'on abstrait comment on va faire les queries vers l'API. Donc ici on a une couche abstraite. Là le constructeur il prend ce qu'on appelle un REST wrapper, qui est quelle technologie on veut utiliser pour aller faire l'action finale de récupération. Lui ce qu'il dit c'est uniquement une classe d'interface qui dit donne-moi-en un. Donnez-moi tous avec des paramètres de field, des paramètres de tri. Donne-moi les valeurs brutes. Donne-moi les références que tu peux trouver sur une liste pour aller chercher les commentaires associés ou les posts associés. Et puis fais toutes les optimisations pour faire une seule request, pour faire
quand on veut, plutôt que de faire 10 requests, on essaie d'en faire une seule, donc lui il nous configure un petit peu tout ça. Là c'est assez complexe de rentrer là-dedans, mais ça reste un contrat d'interface, il fait pas l'action finale, c'est si on prend le get one qui est le plus simple. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit au REST wrapper, donne-moi-en un, et lui, ce qu'il nous dit, c'est je vais te donner le nom de l'entité, parce que tu n'as pas à connaître comment je vais récupérer le nom de l'entité pour avoir la route. Il me dit, donne-moi la route pour avoir ça. Et il me dit quelle est la méthode. Est-ce que je veux le faire en get, en post pour récupérer. Bon, on peut configurer ça, je ne sais pas qui l'utilise, mais tout est configurable dans Ngenmin. Après c'est le REST wrapper, donc ça va être du REST Angular pour la partie Ngenmin, mais vous pourrez utiliser du fetch maintenant qui s'utilise vachement. Il y a pas mal de techno pour faire ça. En soi on pourrait remplacer la librairie qui n'est là que pour faire de la récupération et qui n'a plus la logique d'Ngenmin, qui dit juste ce qu'on lui dit de faire. Elle n'est pas dans notre code à nous. Et on a la même chose pour l'écriture, avec la création, la mise à jour, la suppression. Et le batch delete, lui, est beaucoup plus simple. Ensuite, une fois qu'on a récupéré ces données-là, on va les stocker dans ce qu'on appelle un data store. Nous, on a fait une classe supplémentaire, on a rajouté un peu de complexité pour stocker de façon généralisée tout ce qui a été récupéré par les appels API et qu'on doit afficher à un endroit ou à un autre, notamment les références. Quand on va récupérer toute la liste avec la liste des références, la liste des références, on stocke tout ça dans un data store qui nous permet notamment de dire on a stocké cette entité là, donne-moi un tableau de type quels sont les choix pour afficher dans une select list. C'est tout un tas de traitements qu'on a à faire derrière qui sont on a les valeurs brutes de l'API et on veut les reformater derrière ou voilà, fais-moi la liaison entre les références que j'ai récupérées et puis les éléments que je dois afficher avec le post, avec le commentaire, avec les choses comme ça. Ça c'est pareil, c'est une partie un peu rude, mais sur laquelle il faut passer. Et donc ça c'est pareil, c'est la configuration, c'est un peu plus que de la configuration du coup, c'est l'exposition des données qui est faite dans admin config et qui fait que côté front-end on n'a pas à se poser ces questions-là, on a juste des méthodes utilitaires, entre guillemets. On a beaucoup d'autres questions à se poser sur la partie front-end, on voudrait éviter de se poser celles-là qui sont juste de la récupération et du formatage de données. Donc voilà pour l'admin config, ça peut être utilisable tout seul. Bon, ça on n'a pas encore fait nous, on n'utilise que pour Ngenmin aujourd'hui, quasiment. Mais ça pourrait en soi, vous pouvez vous en servir et vous dire je veux faire une autre chose dans une autre techno front-end, il y a tout ce qu'il faut pour faire une admin et pour la configurer. Et après il reste juste à faire l'implémentation front-end. Et au-dessus de ça, on a fait Ngenmin, qui lui est la partie Angular. Donc dans le SRC on rentre assez vite dans le vif du sujet, où là on a du SAS, on a de la CSS, on commence à faire quelque chose qui va s'afficher derrière, et on a Ngenmin, où là d'un coup on rentre dans des modules Angular. Donc on a le module principal qui va instancier l'application controller, le dashboard, qui va instancier un certain nombre de méthodes utilitaires complètement liées à Angular, qui sont des filtres Angular, et des directives, un certain nombre de directives. Donc là on fait de la configuration Angular, je ne sais pas, ok, donc là c'est vraiment de la configuration Angular brute, on configure tout le routing d'Ngenmin, en se basant toujours sur l'Ngenmin configuration, et du coup celui-là, ça c'est le admin configuration, on va lui dire donne-moi ton layout ou prends un layout de template par défaut. On va lui dire pareil pour le dashboard, on va lui dire et on va lui donner à lui le data store, l'entrée sur laquelle on travaille actuellement, et on va aller chercher toutes les collections. On va faire le travail de remplir le data store et de le rendre disponible derrière aux composants de front-end. Et ensuite on a les vues, très simple. Le layout, le dashboard, la 404 que vous avez vu tout à l'heure, la barre de menu, et ensuite on a un ensemble de composants. Donc on a les contrôleurs avec les deux composants principaux, on a juste deux gros contrôleurs qui sont le dashboard controller et l'application controller. Et ensuite, c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Alors c'est pas ici. Là ici on a uniquement l'application et le dashboard. Et
ensuite on rentre dans la partie, là on était dans la partie main, et ensuite on rentre dans la partie CRUD, et c'est là où on a tout le côté vraiment front-end d'une administration d'Angular. Donc là c'est là où on définit tous nos boutons, qui sont tous surchargeables, qui sont tous... on peut tous refaire, ils sont tous définis ici, donc on va jusqu'à faire une directive par petits morceaux, pour pouvoir composer, surcharger, enlever, déconfigurer. Donc il y a vraiment beaucoup de petits morceaux pour chaque truc. Donc chaque bouton est décomposé dans les directives, chaque colonne est décomposée dans une directive avec est-ce que je le fais, est-ce que je lui mets un lien dessus, est-ce que sur quelle route je dois aller. C'est voilà, qui se base toujours sur le data store, qui a toujours besoin du data store pour afficher les valeurs finales. Et donc là on a tous les types de colonnes dans les listes qui sont disponibles. On a tous les types dans les champs, tous les types dans les éléments de formulaire qui sont disponibles, tout ce qui est date picker. C'est là où on peut commencer à faire du champ riche, c'est là où on peut commencer à se dire on fait du vrai front-end ici. On a des composantes de JSON, on a des composantes des inputs, ça c'est assez classique, des références, des WYSIWYG, là on peut commencer à se dire on utilise un WYSIWYG derrière, le select riche avec du remote, avec des choses comme ça. Donc voilà, on a tout fait en directive, libre à vous d'en rajouter ou de les surcharger, ou voilà, tout est décomposé. On a de la même façon tous les filtres. Alors les filtres utilisent les éléments de formulaire de l'édition et de la création, comme ça c'est un peu plus facile d'avoir les selects ou les choses comme ça. Et voilà, on a le form controller pour afficher l'édition et la création. Le repository, donc là c'est l'implémentation. C'est l'implémentation du queries. C'est là où on lui injecte le REST wrapper qui doit être quelque part par là, peut-être dans MISC. Voilà, là on a l'implémentation du REST wrapper qui dit quand tu veux faire un get one, ce que tu vas utiliser, en l'occurrence ici c'est REST Angular, et tu vas faire l'appel comme ça et le retourner qui sera après digéré par l'admin config. Mais c'est ici dans ce projet là qu'on dit quelle techno on veut utiliser, quelle librairie on veut utiliser pour faire pour aller réellement récupérer nos données. Donc là-dedans, il n'y a aucune logique, c'est juste qu'est-ce qui se passe pour un create, on appelle REST Angular et puis on lui fait une custom operation, on lui fait, voilà, on gère avec les promesses à cet endroit-là. Donc la librairie peut faire des promesses, peut pas faire de promesses, et peu importe, c'est elle qui dit ce qu'il faut faire derrière. On fait tout en promesses, juste pour info quand même. On fait que de la synchrone et des promesses. Voilà, et puis le show et tous les validators. Là, il n'y en a qu'un de particulier. On utilise des validators d'Angular qui sont plutôt bien faits. Sauf pour le JSON validator qui lui est un peu, pour les champs de JSON, c'est un petit peu particulier. Enfin, c'est un peu particulier, c'est juste, on voit si ça nous pète une erreur ou pas quand on le récupère. Voilà, mais là-dedans, on pourrait avoir plus de validators, mais aujourd'hui, on en a assez peu. L'input validator, il va juste mettre un ngRequired ou un min-length si jamais on l'a configuré, ou un max-length, ou un pattern si jamais on a configuré un pattern. Donc là, on n'a pas besoin de validateurs en particulier, mais ils sont là. Et merci Angular pour nous les fournir de base. Voilà pour la partie ngAdmin. Je sais pas ce qu'il y a. Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Voilà. Donc voilà pour la présentation du code. Et je sais pas quelle heure elle est. Je vais vous présenter Peut-être squeezer la démo complète. La démo complète, peut-être rapidement ou. Ça fait qu'à 35 minutes. 40. C'est vrai? À ce point-là? Bon. Ok, du coup la démo complète, il y a une démo complète qui est accessible. Je vais vous montrer 2 minutes dans ce cas-là. Vraiment 2 minutes, je pense que j'ai... Là tout à l'heure c'était une démo... Est-ce que je vais y arriver? C'était une démo... hop. Là c'est vraiment ce qu'on peut faire au final avec ngAdmin. Ça reste une démo, mais voilà, on peut configurer le dashboard, on peut... faire des liens, des détails un peu plus complexes avec des items de commande, enfin tout ça c'est du custom, avec du statut, avec le customer, est-ce qu'on peut éditer le customer, voilà, avec les related lists en faisant des liens vers des listes déjà filtrées, là sur un customer, je ne sais pas qui, mais c'est pas grave, c'est déjà filtré. On peut faire des invoices, c'est très bien. Voilà, on peut mettre des petits champs un peu personnalisés comme ça.
on a les reviews ici avec un statut, avec des couleurs, avec une action directe qui est reject, accept, avec du rating, avec je sais plus où était la configuration, voilà, avec du JSON qui ici on l'édite, c'est un champ JSON particulier, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, et c'est à peu près tout ce qu'il y a. Je crois que le visitor, voilà, on peut faire des... Non, je l'ai pas là. Bon, je vais m'arrêter là du coup. Voilà pour la démo, elle est dispo en ligne, donc allez-y. Si vous voulez des détails sur le code, on ne posera pas les questions du coup, parce que j'ai un peu grillé le temps. Mais voilà la démo un peu plus complète d'Engenie. Du coup, je vais laisser ma place à... Hop, si j'y arrive. Alexis qui va vous présenter dans la vie réelle. C'est pas mal des fois de revenir un peu dans les projets clients. Ouais, merci. Donc, là, on a vu très classiquement une mise en place d'une administration sur des champs déjà bien définis. On a des listes, on a des choses comme ça. On s'attend à avoir une API REST avec des documents très classiques, bien organisés, et de pouvoir, voilà, on va dérouler des listes, on a nos liaisons qui se font bien comme il faut, et le client va être super content de ça parce qu'il adore voir tout un tas de listes. Sauf que, effectivement, comme l'a dit Jérôme, Admin, c'est un truc qu'on utilise dans nos projets clients, et que les clients, souvent, ils ont des envies qui sortent de ces simples API REST avec des documents bien formatés. Donc on pourrait craindre de se retrouver un peu dans les limites qu'on retrouve sur du Sonata, sur des choses comme ça, c'est-à-dire voilà, on peut faire plein de trucs, on peut faire des listes très vite, on peut faire des trucs très propres très rapidement, mais voilà, dès que va arriver le petit truc custom, la petite demande du client un petit peu pénible qui sort des clous, est-ce que ça marche? La réponse est oui, évidemment. Donc moi j'ai pas mal bossé sur Admin sur un projet d'une fintech, donc une start-up dans la finance qui s'est lancée, où on a typiquement tout le stack qu'a décrit Jérôme, avec un back avec une API une API d'administration, une API publique, le tout en Node avec du Goa, et donc du Admin sur l'administration. Donc là j'ai mis un ou deux slides de ce que ça donne en front, où là on est sur de l'Angular, c'est un vieux projet qui a 1 an, on était en Angular, c'est même du Cordova, et des mots. Alors je vous montre vraiment un petit bout de l'admin, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire d'un peu custom avec du Admin, donc qui sort un peu des listes et des boutons show, edit, enfin du CRUD classique. J'ai épuré pas mal de choses parce que voilà, c'est des données clients. Donc voilà. Donc je vais, par exemple, sur le projet, donc on a c'est des investisseurs, c'est une fintech, donc on a des investisseurs. Donc on a évidemment besoin d'une liste d'investisseurs, mais les clients demandaient par exemple un suivi des connexions des utilisateurs, parce qu'ils avaient plusieurs devices, ils peuvent se connecter depuis des mobiles, etc. Ils voulaient contrôler ça, et par exemple il fallait, on a une API qui remonte effectivement les connexions, mais ils voulaient un petit bouton pour voilà, pouvoir dire si j'ai cette connexion, je veux resetter ça et j'en veux 5 au maximum. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on peut implémenter facilement. Les utilisateurs sont évalués, enfin le projet c'est un peu sous la forme de game, donc si les gens investissent bien, ils sont bien notés ou ils sont pas bien notés, donc il y a toute une machinerie derrière qui permet de calculer des rankings à leur attribuer, et là voilà, on peut facilement récupérer les infos, et depuis l'admin, on voit tout de suite qui est-ce qui a augmenté son ranking, qui est susceptible d'être augmenté, qui est susceptible d'être diminué, et directement depuis une liste de dire ok, lui je vais le switcher de grade. Donc évidemment ça marche pas parce que c'est une démo et puis que j'ai planqué tout un tas de choses qui fait que c'est un peu cassé. Les gens là sur le projet,
il y a toute une mécanique où les gens soumettent des idées avec un workflow très compliqué de soumission d'idées. Donc ils voulaient une admin qui reste un petit peu exploitable. Donc voilà, on peut facilement décorer par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, voilà, mettre des graphes, là en l'occurrence c'est du SVG, des statuts, sur une idée, sur une suggestion, on peut implémenter alors dans ce que je vais montrer par exemple sur une suggestion en fonction de l'argent que va être prêt à mettre un investisseur, on définit une conviction, donc ça on peut le faire directement depuis NGAdmin. Donc là on voit que la conviction change, c'est-à-dire que voilà, sur le NGAdmin on peut implémenter une logique métier directement sans forcément passer par les API. Parce que ça c'est de l'Angular, donc je vais montrer très rapidement un peu de code tout à l'heure, mais on peut vraiment injecter de la logique métier au niveau de notre administration. Mais de même que ce que disait Jérôme tout à l'heure, on a tendance à séparer les deux API, l'API publique et l'API d'admin, parce qu'on peut aussi du coup attaquer, faire des entrées sur l'API d'admin sur des logiques métiers qui ne sont pas des logiques d'API REST très classiques. Typiquement, nous on a tout un workflow sur les suggestions qui fait que quand quelqu'un soumet une idée, elle est en pending et on a pu implémenter, je suis sur l'investisseur, donc le pending, on a implémenté tout un truc qui leur permet voilà, de visuellement switcher le statut d'une suggestion. On a aussi fait un truc un peu custom pour la gestion des tags. Voilà, pour que ça soit très visuel et puis que ça corresponde vraiment à la demande des clients. On a aussi mis une couche par-dessus le NGAdmin de base pour gérer les attachments. Donc là, je ne vais pas faire la démo, mais voilà. On a développé la pop-up qui permet d'uploader des fichiers, de les gérer, etc. On a aussi pas mal de graphes, c'est de la finance, il y a beaucoup de graphes. Voilà, on peut assez facilement, pour peu qu'on connaisse des bibliothèques de graphes, là c'est du D3JS, implémenter dans nos tableaux voilà, des directives un peu custom pour afficher des graphes, voilà, des choses comme ça qui permettent de sortir des clous de la bet list, pas qu'elle soit que bête d'ailleurs, mais en tout cas très classique liste. Voilà, je vais m'arrêter sur la démo. On s'est dit que ce soir c'était un barcamp où il y aurait beaucoup de devs. J'espère que c'est le cas parce qu'on monte beaucoup de code. J'espère que vous connaissez un petit peu Angular. NGAdmin, donc c'est de l'Angular, donc on peut faire des choses très simples, très vite, juste avec de la conf. Dès qu'on veut rentrer et tweaker un peu le machin, bref, il faut connaître Angular, savoir ce que c'est qu'une directive. Mais je vais aller très vite dessus. Donc dans ce que je vous ai montré, par exemple tout à l'heure, alors je ne sais pas si vous vous souvenez de comment on configure, mais on définit voilà, une entité suggestion. Là je suis dans l'edition view. Dessus, par exemple, tout ce que j'ai fait sur le workflow, là, ce qu'on voyait en bas pour changer les statuts, c'est quoi? C'est en fait, je déclare un champ, un nouveau champ qui est le workflow. Il y a tout des types prédéfinis dans NGAdmin. On dit est-ce que c'est une interface, est-ce que c'est du texte, est-ce que je veux mettre du WYSIWYG, est-ce que c'est de l'integer, est-ce que c'est des choses comme ça. On peut définir un type tout de suite un peu custom qui est un type template, sur lequel on peut rajouter une classe spécifique sur l'affichage. Et donc comme j'ai un type template, je définis un template et j'appelle une directive. D'où la nécessité de connaître Angular. Hein. C'est une directive Angular. Et à la directive Angular, je lui passe une entité, une entry en fait, que je vais pouvoir utiliser au sein de ma directive. Donc sur les suggestions, tout à l'heure, pareil, je passe super rapide. Voilà, c'est une définition d'une directive Angular. Pour ceux qui connaissent, je définis un template que je vais montrer tout de suite après. Et là, je définis au sein de mon scope, par exemple, une fonction ask4feedback que je vous montre le template très rapidement après, qui est du SVG.
dans laquelle je vais classiquement, quand on fait de l'Angular, faire un ngClick sur lequel j'appelle ma fonction. Et c'est ça qui permettait de gérer tout le workflow, pour changer les suggestions. Également ici, pour tous les tags un peu custom qui sont pas par défaut dans ngAdmin, ici je définis encore une fois un field que j'appelle tags avec un type tags. Alors ça pareil, c'est un type qui n'existe pas par défaut dans ngAdmin, mais on a la possibilité de définir des types de champs custom pour s'adapter à une demande particulière du client. Donc là, c'est ça que je fais et je vous montre très rapidement, on va pas s'attarder dessus, mais voilà, ça, quand on déclare son application générale, on peut définir un nouveau type un champ custom, là qui se base sur un autre qui est de référence many. Bon, après on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, on peut définir en plus des types, voilà, déjà livrés in the box dans ngAdmin, des nouveaux types pour s'adapter à des demandes clients. Et je sais que sur 1859, on est allé vraiment assez loin au niveau de l'admin, voilà, pour vraiment s'adapter à des demandes qui étaient très particulières et implémenter un petit peu de logique métier au niveau de l'admin. La fin de l'intervention, donc c'était un peu là de sortir de ngAdmin en lui-même. J'espère que ça vous a plu quand même, que ça vous a convaincu. Et il se trouve que ça a été dit dès l'introduction, le ngAdmin est donc un projet open source, donc démarré lors d'un hack day au sein de Marmelab. C'est un projet qui a vraiment beaucoup grossi parce qu'on l'utilise encore une fois beaucoup chez les clients, donc on a nous-mêmes fait énormément de feedback. A priori, ça a plutôt bien pris auprès de la communauté, on a pas mal de retours, et donc c'est vraiment un projet qui est devenu qui prend pas mal de place chez Marmelab, et un projet open source au sein d'une petite boîte comme la nôtre, parce qu'on est donc 8, c'est un truc assez particulier. Donc c'est quoi un projet, en gros un projet open source? C'est des dépôts, GitHub, c'est généralement beaucoup de commits, des releases à gérer, des pull requests, pas tant de contributeurs que ça. C'est vrai que sur GitHub on a pas mal de stars, mais finalement 36 contributeurs, c'est très peu. Beaucoup de forks, bizarrement, beaucoup de forks mais peu de contributeurs. Donc là je passe les rapidement. Ouais, donc le projet, donc 25 mai 2004, ça fait à peu près 550 jours, j'ai calculé vite fait tout à l'heure. Les issues, donc c'est les remontées de bugs, il y en a à peu près 1,5 par jour, et voilà, pour que le projet prenne, que la communauté accroche le wagon, c'est des choses auxquelles il faut répondre très régulièrement. Et mine de rien, c'est beaucoup de travail. Là par exemple, c'est le mois de novembre. On voit qu'il y a eu 25 commits, il y a eu combien 57 remontées de bugs, 40 qui ont été réglés. On voit qu'il y a certaines personnes qui participent beaucoup plus que d'autres. C'est vrai que François est vraiment ultra moteur sur le projet. Un petit exemple des punch codes, donc c'est les moments où du code est poussé sur le repo, donc on voit que ça bosse la semaine, et puis ça bosse le soir, et puis ça bosse le week-end des fois aussi. Donc c'est vraiment intensif à suivre. Mais un projet open source, c'est pas que le code, c'est pas que le GitHub, c'est le site de démo, le fameux qu'on du coup on n'a pas eu le temps de voir, mais sur lequel on pourra revenir après si vous voulez, évidemment sans problème. C'est de la documentation à tenir, à maintenir, à publier, à corriger, si possible à traduire. C'est des posts de blog, voilà, pour entretenir la vie du projet, faire part de toutes les nouveautés, des choses comme ça. Donc sur le blog de Marmelab, très régulièrement, il y a des posts au sujet de ngAdmin. C'est des talks, ce soir. C'est celui de Jonathan au Symfony Live, parce qu'on a fait aussi tout un truc pour du coup utiliser ngAdmin
sur une base Symfony avec le FOSREST bundle, voilà, qui permet de sortir une API. Et, il a fait un bundle qui permet de configurer très rapidement le NGAdmin direct sur un back Symfony. Je ne sais pas s'il y a les vidéos. Si elles y sont, je vous conseille d'aller la voir, elle était super. C'est une super intervention. Et le dernier, bon, ben, c'est tant pis, vous l'avez déjà vu, c'est des chatons. Voilà, parce que c'est une conférence, il faut des chatons. Vous voulez participer? Là, on vous a fait une belle présentation du code. Vous voulez? Non, pas orthographe. Non. Faut pas hésiter à participer. Encore une fois, c'est un projet qui profite du retour des gens. On n'est pas nombreux chez Marmelab et donc toute participation est la bienvenue. Alors comme tous les projets open source, hein, ça peut être déjà des remontées de bugs. Ça, faut pas hésiter à mettre des issues, si possible, le mieux décrit possible. Mais pas que, faut pas hésiter à forker le dépôt et à proposer des nouveautés, à corriger des bugs, des choses comme ça. Si vous savez pas trop comment faire, je vous conseille une très bonne présentation, je trouve, de William Durand sur l'open source. Voilà, j'ai mis l'adresse. Donc si un projet open source vous tente et que NGAdmin vous semble un projet intéressant, et il l'est vraiment, n'hésitez pas à participer. L'avenir du projet, je commence dessus rapidement. Vas-y. Et puis, donc, NGAdmin, c'est de l'Angular, c'est un projet donc, qui a 553 jours. Angular, pour peu que vous suiviez un peu l'affaire, très bientôt Angular 2. Donc, se pose la question de comment on va réussir à maintenir tout ça. Alors, il y a eu un début de réponse, notamment sur la séparation du admin config et du NGAdmin. C'était déjà un premier pas vers, on sépare la logique d'administration de la logique d'affichage sur de l'Angular. Donc la question est Angular 2, a priori la réponse est non. Parce que ce qui est bien en ce moment, c'est React. Voilà. Donc l'idée de faire de l'Angular, d'un NGAdmin, un React admin, c'est vrai que ça semble une bonne idée. Et il se trouve que Jérôme est très bon en React. Et donc Jérôme a commencé le React admin. Voilà. Donc ce que ça donnera derrière, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, le projet en Angular 1.4 va devenir difficile à maintenir, qu'il va falloir prendre une autre solution, et que, oui, non, par les temps qui courent, le React, et pour avoir, du coup, fait pas mal de projets avec NGAdmin sur l'Angular, c'est vrai qu'on a atteint ses limites, ses complexifications, sa logique un peu bizarre. Moi, j'ai pas fait encore beaucoup de React, mais pour en avoir pas mal entendu parler, c'est vrai que ça fait assez envie de passer là-dessus. Voilà. Merci. Donc les références, sur le slide. Si vous avez des questions. Oui. Du coup, sur la question de comment on conditionne un menu sur l'utilisateur, il n'y a pas effectivement d'authentification qui est de base dans NGAdmin, donc c'est à nous de la faire. Il y a, alors je ne sais pas s'il existait à l'époque où tu as fait ça, il y a le menu que j'ai montré un petit peu tout à l'heure, qui permet de dire quel est le menu qu'on veut faire. J'essaie de te retrouver la partie. Là, il y a un menu. Là, en fait, il y a une configuration du menu. Donc, à partir du moment où le menu est configuré ici par un NGA menu, là, tu en fais ce que tu veux. Donc, tu conditionnes comme tu veux, tu le configures comme tu veux. Là, on n'a pas d'exemple là-dessus, mais en soi, il suffit que tu n'ajoutes pas l'enfant et que du coup, tu ne vas pas rajouter le. Pareil pour la config, pareil. Donc, il faut que tu passes en fait. Alors, c'est ce qui avait été fait, il me semble, sur 1859. Sur 1859, en fait, quand on se log, on met un cookie. Le cookie, on le récupère à l'instanciation de l'appli dans une variable. Et après, en fonction du rôle que tu as, on définit ou non des entrées de menu.
Et après, de même, on définit ou non dans la configuration des champs à éditer, des champs qui deviennent éditables, qui ne sont pas, qui sont visibles, qui ne sont pas visibles. Mais on le fait vraiment sur le cookie qu'on pose au moment où on s'authentifie. Du coup, tu peux faire soit un service d'authentification Angular qui va lire des données dans un cookie, dans le session storage, dans ce que tu veux, qui pourra être passé en tant que dépendance à tout le monde, dont à la configuration, donc du coup tu pourras faire ce que tu veux. Soit, j'ai déjà dû le faire, hein, tu vas lire dans le local storage et puis tu prends le rôle et tu fais confiance, voilà, si la personne elle veut le tweaker, bon c'est une admin quoi, donc elle est pas là pour... Le service, la partie persistance, elle est gérée sur les deux. N'importe laquelle. En fait, il n'y a pas de partie persistance, lui tout ce qu'il fait c'est des appels API. Donc tu lui donnes des URL d'API, des routes d'API, qui eux se chargent de te donner les données. Alors dans mon cas moi d'un JSON server, c'est-à-dire d'un fichier JSON, mais dans la vraie vie ça marche pas trop comme ça, donc après c'est où tu veux. Donc tu peux avoir l'API, nous on les fait en Node.js les API, mais voilà, mais tu peux avoir une API en Java, tu peux avoir une API de la RATP, tu peux avoir une API publique, enfin l'API après elle est configurée et instanciée sur la base exactement comme tu veux. C'est vraiment ce que je montrais, je sais pas si tu as vu le schéma au tout début. C'est l'API est complètement séparée de l'affichage. L'affichage, lui, se dit les données, moi je les demande, je les ai. Comment je les ai? Je parlais de la version Node.js qui est fournie là. Elle est basée sur quelle... Alors là, il n'y a pas de Node.js en fait, c'est que du JS front-end. Nous, ce qu'on fournit, c'est que du JS front-end. Il n'y a aucune partie back-end. Exactement. Exactement. Et comment faire les appels à l'API, parce que si tu as une API Java, ça va peut-être pas te donner les routes exactement pareilles ou des paramètres exactement pareils que celle qui va être faite en PHP ou en Node. Donc voilà, donc ce que je montrais tout à l'heure, je sais pas si on le revoit là, mais... Lui, il s'attend à trouver une API REST très classique, voilà, document avec les pull-get, etc. Je sais pas si on le voit. Il y a effectivement moyen de tweaker les routes avec le restant. API Flavor. Voilà, là il y a toute une config pour dire quand tu fais une requête, comment faut lui passer les paramètres. Donc lui il sait que quand ça lui donne un header le content range, nous on utilise le header xTotalCount pour faire la pagination par exemple, donc tu le traduis. Mais après tu peux switcher de base de données côté de ton API, ça se verra pas, tu n'auras pas de différence, ton API elle va servir JSON toujours de la même façon. Aucune liaison à une base de données ou au back pour redonner un peu la question.